le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire. Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Damir. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Content de faire cette interview avec toi, qui a été assez drôle au début parce qu'on a eu un petit problème de micro, mais je pense qu'on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que t'en dis ? Avec plaisir. Let's go. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Massa Labs ? Rapidement. Alors Massa Labs, c'est un projet de blockchain Layer 1 qui est né de l'observation que aujourd'hui, malheureusement, dans le monde du Web3 et des blockchains Layer 1, aucune n'est véritablement décentralisée. Or, le seul intérêt d'une blockchain, c'est la décentralisation. Sinon, une base de données classique fonctionne très bien. Comment le projet est-il né ? De quel constat êtes-vous parti ? Alors, le projet est né initialement comme un projet de recherche en 2017. On était 3 chercheurs qui sont aujourd'hui les fondateurs. On s'était rendu compte que les blockchains de l'époque, à savoir Bitcoin et Ethereum, elles étaient vraiment très intéressantes technologiquement. On s'y est penché, on les a étudiées, et on a vu qu'elles étaient touchées par des limites de scalabilité, c'est-à-dire que Bitcoin ne processait que 5 transactions par seconde dans tout le réseau. Et du coup, on s'est mis à étudier une possibilité pour les accélérer sans perdre leur propriété de décentralisation, ni leur propriété de sécurité. Donc on a étudié ça pendant 3 ans. On a bossé jour et nuit pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on a sorti un papier de recherche où on prouvait mathématiquement qu'on avait créé une nouvelle structure de données qui permettait d'accélérer les blockchains tout en gardant la décentralisation et la sécurité. Donc là, on arrivait sur des transactions par seconde théoriques d'environ 10 000 transactions par seconde. Ok. En ne sacrifiant ni la sécurité, ni la décentralisation, puisque le système fonctionnait avec des milliers de nœuds. Donc ce serait la réponse au fameux trilemme des blockchains ? Alors, j'aimerais dire que oui. Dans les faits, c'est assez difficile de dire est-ce que ça y répond. Disons qu'on a trouvé un sweet spot. C'est-à-dire qu'on a trouvé un équilibre très intéressant entre la décentralisation, la sécurité et les transactions par seconde. Donc on arrive à atteindre à peu près 10 000 transactions par seconde, pas beaucoup plus pour l'instant. On arrive à atteindre une décentralisation avec des milliers de nœuds équivalents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit nombre de nœuds qui fait tout et tous les autres attendent. Et en termes de sécurité, on est juste en dessous de Bitcoin. Aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup de blockchains qui arrivent en disant on a résolu le trilemme des blockchains ou on arrive à faire les 10 000 transactions secondes. Mais le constat, en fait, est de se rendre compte que dès qu'il y a beaucoup de transactions qui ont lieu sur le réseau, où vraiment là, il y a des gens sur le réseau qui font des transactions, ça lâche. Ça arrive notamment souvent avec cette fameuse blockchain qu'on connaît tous, Solana. Donc tu nous disais sur Massa, 10 000 transactions par seconde. Est-ce que vous l'avez déjà testé ? Est-ce qu'il y a déjà eu assez de besoins pour pousser le système ? Alors, chez Massa, on est parti de ce constat-là, c'est-à-dire qu'on a vu que les autres blockchains avaient tendance à ne pas vraiment tester leur système dans des conditions réalistes. Donc, on a créé un testnet. On incentive les gens à rejoindre le testnet, à faire tourner un nœud chez eux, sur des ordinateurs à la maison. Aujourd'hui, on a environ 7000 nœuds qui tournent à travers le monde, qui sont vraiment des ordinateurs réalistes. C'est un réseau qui est vraiment réel. Et dessus, on envoie des vraies transactions. Et on regarde quel est le taux de finalité des transactions. Et ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, on atteint à peu près 5000, 7000 transactions par seconde finalisées à travers les milliers de nœuds, les 7000 nœuds du réseau. Donc là, on a vraiment un système réaliste sur lequel on a prouvé que le passage à l'échelle était effectué. Ok, intéressant. D'où vient le nom Massa ? Alors Massa, ça vient du fait que les 2 des fondateurs, Sébastien et moi, on est tous les 2 de Marseille à la base. Marseille, vous savez peut-être, mais il y a 1000 ans, 2000 ans, c'était une colonie romaine et grecque. Ce qui est intéressant avec cette colonie, c'est qu'elle était très indépendante, financièrement notamment. C'est-à-dire qu'elle frappait sa propre monnaie, et cette monnaie était estampillée MA Sigma Sigma A. Donc on a repris ce symbole d'une monnaie qui est indépendante et qui est de Marseille, parce qu'on aime bien cette ville. Ok, très intéressant comme nom, c'est toujours sympa de connaître les histoires derrière le nom, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc vous êtes 3 cofondateurs, tu peux me parler un peu de tes 2 autres cofondateurs ? Alors, on est 3 cofondateurs, donc il y a moi-même, Damir Vodenikarevic, j'ai rejoint le projet juste après Sébastien. Moi j'ai un background en fait en informatique. Pendant mon doctorat, j'ai cherché à accélérer le machine learning sur puces grâce à la physique. Et après mon doctorat, j'ai bossé 3 ans dans la banque, ensuite donc les systèmes de paiement, etc. Et après, j'ai quitté ce monde pour fonder Massa.
Les deux autres, c'est Sébastien Forestier. Donc c'est lui qui a eu l'idée initiale du projet. Lui aussi a un doctorat en informatique, intelligence artificielle notamment. Et le dernier, c'est Adrien, donc polytechnicien, qui a rejoint le projet juste après. Et lui aussi a un doctorat en informatique et en IA et en informatique quantique. Donc effectivement, vous avez beaucoup de jus de cerveau. Vous êtes 3 cofondateurs qui êtes très techniques à la tête de Massa. C'est ça, donc on est tous les 3 des académiques, et au départ c'était censé être un projet académique, et au bout de 3 ans, quand on a réussi à avoir quelque chose de solide, on n'a pas voulu arrêter là, on n'a pas voulu que ce soit juste un papier de recherche, on a voulu créer quelque chose de concret, et donc en 2020, on a créé la boîte Massa. Avant de rentrer un peu plus en détail dans tout ce qui est la blockchain, comment elle est faite, etc. Toi, Damir, comment t'es-tu intéressé aux crypto-monnaies ? Alors moi, je m'y suis intéressé à peu près en 2017, non pas par la voie de l'investissement, parce que je ne suis pas un grand investisseur. Par contre, je m'y suis beaucoup intéressé par la voie technique, parce que c'est la première fois qu'une solution technique apparaissait sur le marché qui permettait de faire ce genre de beaucoup de transactions par seconde, vérifiées par tous les ordinateurs du monde. Pour moi, c'était fascinant, et que personne ne puisse tricher. Donc moi, j'ai trouvé ça fascinant techniquement, et c'est pour ça que je me suis plongé là-dedans. On en est où sur Massa aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Massa, c'est un testnet d'abord, donc un testnet avec 7000 nœuds à peu près, donc des gens qui font tourner ça chez eux, etc. Et donc ça nous permet de tester le système dans des conditions réalistes. C'est facile à faire, un nœud ? C'est facile de le lancer ? Tout à fait, et ça fait partie de l'un des buts de Massa, qui est la décentralisation. Le but, c'est que ce soit facile, accessible à tous, et que tout le monde puisse lancer un nœud sans trop de barrières d'entrée, sans trop de difficultés. Si je le lançais maintenant, je suis devant mon ordi, combien de temps il me faudrait entre le moment où vraiment je commence à taper Massa Node sur Google et le moment où ça marche ? Je pense qu'en 1 heure, c'est réglé. 1 heure ? Ok, intéressant. Comment elle marche, la blockchain ? Alors, la blockchain est très inspirée de 2 autres blockchains. On s'est beaucoup inspiré de Bitcoin d'une part, et de Tezos d'autre part. Donc on a voulu garder le même esprit que Bitcoin, donc la décentralisation. Mais pas le proof of work. Mais pas le proof of work. Donc on s'est séparé du proof of work, on est parti en proof of stake. Et on s'est séparé aussi de la chaîne linéaire, on est parti sur un DAG, et on a créé notre propre système de consensus, qui est spécifique à Massa, et qui permet d'atteindre 10 000 transactions par seconde, avec une décentralisation similaire à Bitcoin et une sécurité similaire. Tu peux me parler rapidement de votre système de consensus de manière claire, afin que tout le monde puisse comprendre ? Alors l'idée de Bitcoin au départ, c'est que toutes les 10 minutes, une personne est sélectionnée pour produire un bloc. Ce bloc se propage à travers le réseau. Juste après, une autre personne est sélectionnée et crée un bloc qui lui-même se propage, etc. Mais si on regarde le réseau Bitcoin, en fait, on se rend compte que toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est créé, il se propage rapidement, et puis on attend quelques minutes, rien ne se passe, puis un nouveau bloc est créé ailleurs, se propage, etc. On peut se dire qu'on peut accélérer ça en augmentant la taille des blocs, ou en accélérant la fréquence des blocs. Pas toutes les 10 minutes, mais à réduire un peu l'intervalle. Le problème, c'est que ça a été fait, et ça a été fait par Bitcoin Cash. Sauf que rapidement, on atteint d'autres limites. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui est linéaire, c'est une blockchain. Donc pour pouvoir produire un bloc, il faut que le bloc précédent ait été produit et se soit propagé. Or, si les blocs sont trop gros ou trop fréquents, le bloc précédent n'a pas le temps de se propager avant que nous créions notre bloc. Et résultat, on se retrouve à accrocher notre bloc, non pas au tout dernier bloc, mais à celui d'avant, qui lui a eu le temps de se propager. Et du coup, on crée des forks. Et à cause de ça, on se retrouve à perdre certains de ces forks. Et paradoxalement, on se met à réduire le nombre de transactions qui effectivement sont finalisées. Ça, c'est parce que la chaîne est linéaire. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un système parallélisé, où il y a 32 chaînes parallèles, qui sont liées entre elles. Et l'idée, c'est que n'importe qui peut produire un bloc dans n'importe quelle chaîne, et ça permet de passer à l'échelle, et ça permet notamment de créer des blocs en parallèle. Il y a 32 personnes qui peuvent créer des blocs en même temps, ils se propagent tous en même temps dans le réseau, et on n'a pas à attendre le bloc précédent. Ok, intéressant, effectivement. Donc ça veut dire que aujourd'hui, sur Massa, là tout de suite, je vais faire une transaction exactement en même temps que toi, ça va créer 2 blocs différents sur les 32 de capacité, c'est ça ? Donc toutes les demi-secondes, il y a une personne qui est sélectionnée dans le monde pour créer un bloc. Elle peut le créer en même temps que 32 autres. Alors toutes les 16 secondes, il y aura 32 blocs créés. Ok. Tu me disais aussi que vous avez gardé un peu de Tezos. Le langage, le Michelson ? Alors non, ce qu'on a gardé de Tezos, c'est l'inspiration pour le proof of stake, parce que pour nous, c'est vraiment
l'une des premières blockchains proof of stake qui a vraiment fonctionné comme il faut, où c'est bien implémenté. Mais c'est pas juste un proof of stake, c'est un proof of stake liquide, non? C'est pas Oui, alors. C'est pas une espèce de petit dérivé. Oui, en effet, mais on a beaucoup ajusté le truc. On s'est inspiré de ce qu'ils ont fait initialement, mais on l'a beaucoup ajusté à notre sauce. Et là, on était très satisfait du résultat parce qu'il nous permet d'atteindre une sécurité élevée en proof of stake avec une belle décentralisation. Quel est le langage que vous utilisez? Le node lui-même est codé en Rust, qui allie sécurité, efficacité et une super communauté que je salue d'ailleurs. Qu'on salue tous. Et par contre, les smart contracts, ils sont codés en TypeScript, qui est le 5e langage le plus utilisé au monde. Et donc tous les développeurs web sont familiers de ce langage. Et ils n'ont pas à apprendre un nouveau langage spécifique. Ils peuvent juste adapter le système. Ça marche tout de suite. C'est ça. Donc on a fait un hackathon où on a testé un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a exposé Massa à des étudiants qui ne connaissaient que le web. Et en 24 heures, ils étaient capables de faire une application et de la déployer entièrement sur Massa. Alors pourquoi une différence de langage entre donc la blockchain qui va être en Rust et les smart contracts? Alors la blockchain elle-même, on a voulu faire en sorte qu'elle soit très robuste, très solide, très rapide. Et pour les smart contracts, on a surtout voulu les rendre accessibles. C'est-à-dire que n'importe qui puisse, en connaissant juste les langages web, développer sur Massa. C'était pas un peu difficile de faire en sorte que la blockchain, alors je suis pas quelqu'un de technique, mais c'est pas un peu compliqué de faire en sorte que la blockchain comprenne les smart contracts alors que c'est sur deux langues différentes? Pas vraiment, parce que la blockchain fait tourner une machine virtuelle, et c'est dans la machine virtuelle que les smart contracts vont s'exécuter. Et la technologie de machine virtuelle qu'on utilise, c'est du WebAssembly. Et donc on n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré de travaux qui ont été faits dans le web depuis des années par des consortiums énormes de grandes entreprises. On a vraiment bénéficié de ce travail aujourd'hui pour la machine virtuelle Massa. C'est-à-dire qu'en fait vous avez vraiment essayé de rendre l'entrée sur Massa assez facile pour les gens du Web 2 qui arrivent, etc. quoi. En fait, il y a pas de Solidity, on n'est pas en train de galérer sur les. C'est quoi la taille des blocs? Alors les blocs font un peu moins d'un méga. Bon, bah après il y a beaucoup de blocs par seconde, donc ça compense. Vous avez eu des problèmes de NFT ou pas encore? Des problèmes de NFT? Pas encore, parce qu'on n'est pas encore lancé. Sur le testnet du moins. Pas encore. On n'a pas eu de problème de NFT. Non, là, je suis un peu historiquement très fan de Bitcoin, et là, avec les ordinals, on est tous devenus un peu fous sur la taille. Donc, allez, on se ressente un petit peu sur le sujet. Aujourd'hui, quel est l'idéal de décentralisation de Massa? Alors, l'idéal de décentralisation de Massa, c'est qu'il ne soit pas possible qu'un petit groupe de personnes puisse empêcher les autres de faire des transactions et d'agir librement. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible dans les blockchains existantes. Alors, sous différents angles. D'abord, si on regarde Bitcoin aujourd'hui, qui est l'une des plus décentralisées, eh bien, les 3 plus gros pools de minage sur Bitcoin détiennent la majorité de la puissance de calcul. Et donc, si ces gens-là s'allient, ils peuvent casser Bitcoin. Ils peuvent annuler des transactions et ils peuvent censurer des transactions. C'est pas les nodes qui peuvent censurer des transactions? Si, malheureusement, les nodes sont pondérés. C'est-à-dire que t'as beau avoir des milliers de nœuds, si seules 3 entités possèdent une grosse partie de la puissance de calcul, eh ben ces 3 entités, si elles sont en collusion, elles peuvent avoir beaucoup plus d'impact sur le réseau que les milliers d'autres nodes qui ont une puissance négligeable. Du coup, c'est pas vraiment le nombre de nodes qui importe pour la décentralisation d'une layer 1, c'est vraiment le nombre de personnes qu'il faut corrompre, j'ai envie de dire, au minimum pour casser le système. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Nakamoto. Ok, mais le coefficient de Nakamoto, il ne concerne pas le hash rate normalement. Alors si. C'est-à-dire que dans Bitcoin, par exemple, si tu as plus de 50% d'ailleurs même un peu moins, avec le selfish mining, 45% de la puissance de calcul du hash rate, eh bien, tu peux censurer le réseau entièrement. Ok, mais le problème là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, un pool de minage, la pool n'a pas réellement la machine. C'est-à-dire qu'on se met sous le nom de cette pool pour partager les bénéfices. Mais la machine, elle est chez moi, ou du moins elle est un endroit où je peux accéder. Si jamais je vois que la pool, elle commence à faire n'importe quoi, il me suffit juste d'aller chez moi et de débrancher la machine, ou de changer une ligne de code, et hop, ça, je l'envoie sur notre pool, etc. Ça, c'est vrai en théorie. En pratique, on a un double problème. Déjà, la plupart des gens qui délèguent le staking ou qui participent à un pool, le font sans vraiment regarder ce qui se passe et quelles sont les décisions du pool. Parce que finalement, c'est les managers du pool qui décident du contenu des blocs. Et le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde Bitcoin, on se rend compte que la puissance de calcul est délivrée par des appareils physiques, créés notamment par Bitmain, qui ont un monopole presque complet sur la fabrication de ces systèmes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que
ces systèmes, c'est qu'une fois qu'ils sont déjà périmés, qu'ils sont mis sur le marché, avant ça, c'est eux qui les utilisent. Et donc tu nous disais sur Ethereum, c'est 2 personnes qui contrôlent, c'est ça? Alors si on regarde les deux plus gros acteurs d'Ethereum, ensemble, ils ont aussi une majorité du stake. Alors cette fois-ci, c'est pas... Ils sont Lido et Rocket Pool, c'est ça? Ah mais oui, il y a ces 2 pools de minage. Et donc Lido, par exemple, font du liquid staking, c'est-à-dire que tu leur donnes des sous et ils stake pour toi. Donc c'est eux qui ont vraiment la puissance. C'est eux qui prennent les décisions, ils prennent une taxe. Alors, et que fait Massa pour subvenir à ces problèmes? Alors Massa s'est attaqué à ces problèmes-là en Layer 1 de différentes manières. Déjà, on n'est pas en Proof of Work, donc on évite tous les problèmes de centralisation liés au Proof of Work. On est en Proof of Stake. On n'a pas de délégation sur le Proof of Stake, donc c'est pas du dépôt ou je sais pas quoi, c'est vraiment du Proof of Stake où chacun fait tourner un nœud et stake sur son propre nœud. Donc on n'a pas de liquid staking par exemple. L'idée c'est que chacun puisse faire tourner un nœud chez soi avec une barrière d'entrée très faible, parce que là aussi, si le coût du hardware ou le coût en token est trop élevé, on se retrouvera avec seulement une élite qui fait tourner ça chez eux. Et donc là, on a fait en sorte que tout le monde puisse le faire, que ce soit facile, pas de barrière d'entrée. Ensuite, il y a d'autres vecteurs aussi. Si on a un proof of stake et que la distribution des tokens n'est pas bonne, eh bien, on se retrouve à nouveau centralisé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la distribution des tokens et on a fait en sorte que dès le lancement, on ait un coefficient de Nakamoto, c'est-à-dire que pour réunir 50% du stake, il faille plus d'1 millier de personnes. Donc ça, c'est les aspects vraiment fondamentaux, Layer 1. Et par-dessus ça, on a également travaillé sur des applications uniques de la Layer 1 au niveau smart contract. Parce qu'aujourd'hui, on a observé que il n'existe pas d'APP, si tu peux m'en nommer une, nomme-en une, pour laquelle si je mets un pistolet sur la tempe des créateurs de la DApp, eh bien, il ne pourra pas l'arrêter. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Je ne suis toujours pas tech. Sur Ethereum, tu peux pas révoquer les droits d'accès à un smart contract? T'as pas quelque chose comme ça? Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que sur Ethereum, par exemple, les smart contracts les plus gros, par exemple, je sais pas, Uniswap, disons, c'est un smart contract qui est contrôlé quand même par ses créateurs. Il y a un site web qui sert de point d'entrée à tout le monde. Tout le monde qui sert d'Uniswap passe par le site web Uniswap. Ce site web, s'il se fait pirater, les gens vont se mettre à envoyer des coins à quelqu'un d'autre. Du coup, si les créateurs changent le site ou oublient de payer le nom de domaine, etc., dans tous ces cas-là, le système sera piraté et s'arrêtera de fonctionner. Donc pour nous, c'est pas vraiment de la décentralisation. Si on veut vraiment pousser le concept de la décentralisation à l'extrême, il faut qu'on propose aux gens d'héberger les sites web qui permettent l'accès au smart contract directement là où le smart contract est hébergé, donc sur la blockchain, incensurable, répliqué. Le nom de domaine, pareil, il faut pas qu'il soit maintenu par l'équipe, il faut qu'il soit sur la blockchain. Et enfin, tous les services externes, par exemple les services type Gelato ou Chainlink Automation, qui servent à automatiquement appeler le smart contract régulièrement pour le maintenir, tout ça, il faut aussi l'enlever de l'équation, parce que c'est un single point of failure. Si on arrête de les payer, ça marche plus. Eh bien, ça, c'est des réseaux de bots centralisés également. Donc, si on veut résoudre ce problème-là, il faut que les smart contracts puissent être autonomes et puissent vivre d'eux-mêmes sur la blockchain. Il faut qu'un smart contract puisse dire « j'ai envie de me réveiller dans 5 blocs » et il se réveillera dans 5 blocs et il appellera une fonction. Merci d'écouter le Crypto Daily. Si demain on arrive avec un pistolet sur la tempe des 3 cofondateurs de Massa, est-ce qu'on peut arrêter la blockchain? Alors non, parce que ça fait partie de la distribution des tokens d'une part, c'est-à-dire que on a distribué les tokens de manière à ce que même nous on perd le pouvoir de manière prouvable mathématiquement dès qu'on lance le système. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que même si on fait des DApp sur Massa, eh bien on n'a rien à maintenir, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec un pistolet sur la tempe, on va lui dire désolé, tu peux nous tuer. La DApp continue de tourner puisque le site web est hébergé on-chain, le nom de domaine est on-chain et le smart contract est autonome et fonctionne de lui-même sans intervention extérieure. Bras en croix, allez vas-y, fais-toi plaisir, tu n'auras rien. On a parlé rapidement des jetons, tu peux nous expliquer la tokenomics? Pareil, de manière simple. Alors, l'idée de la tokenomics, c'est vraiment de distribuer le plus possible, de mettre le token dans le plus de bras possible, pour éviter qu'il y ait une centralisation auprès de quelques acteurs. Donc la tokenomics exacte sera publiée bientôt dans le white paper, dans les semaines qui viennent, mais globalement, on promet une décentralisation maximale avec un coefficient de Nakamoto supérieur à 1000 dès le lancement.
Alors, le coefficient de Nakamoto, il est revenu à plusieurs fois pendant cette interview. Tu peux nous donner une petite définition et surtout l'échelle? Alors, le coefficient de Nakamoto, c'est combien de personnes au minimum il faut corrompre pour casser un système. Par exemple, le Bitcoin, c'est décidé en fonction du hash rate. Donc, combien de personnes il faut corrompre pour atteindre plus de 50% du hash rate. Et une fois qu'on a réussi à corrompre 50% du hash rate, on peut annuler n'importe quelle transaction, on peut casser le système. Sur Ethereum, c'est un peu différent, c'est du proof of stake. Donc, combien de personnes il faut corrompre pour casser Ethereum? C'est suffisamment de personnes pour atteindre 30-40% du stake. Et aujourd'hui, il y en a 2. Donc, pour donner une échelle, Bitcoin, c'est 2 ou 3, ça oscille. Ethereum, aujourd'hui, c'est 2. Solana, par exemple, il s'en cache pas, c'est-à-dire que quand ils veulent arrêter la blockchain, ils l'arrêtent, donc c'est 1. Donc, malheureusement, aujourd'hui, en fait, les coefficients de Nakamoto sont très bas. Et donc, avec Massa, vous assurez un coefficient de Nakamoto à partir de 1000 personnes au lancement. Il faudra au minimum 1000 personnes à corrompre. C'est ça. Et c'est notre volonté dès le lancement. Quelle est la prochaine étape pour décentraliser encore plus le projet? Alors, la prochaine étape, ça va être déjà de mettre Massa dans le plus de mains possible. Donc, de faire une distribution initiale de jetons. Et par ailleurs, générer un usage. C'est-à-dire que plus il y aura de la demande pour l'usage de Massa, plus il y aura de gens qui construisent sur Massa, mieux ce sera. Et mieux ce sera décentralisé. Donc le prochain challenge de Massa, ça va être vraiment de mettre Massa dans le plus de mains possible, que ce soit au niveau des node runners, que ce soit au niveau des utilisateurs ou des développeurs. Est-ce qu'on peut avoir une petite date de lancement? Alors c'est prévu pour septembre-octobre. Septembre-octobre. Ah oui, on y est. Vous n'avez pas profité de l'été, quoi. Non. Il n'y a pas d'été 2023 pour vous. Petite question qui va en intéresser plus d'un, et on sait que c'est un peu l'os qu'on jette avant la sortie d'un projet. Est-ce que vous avez prévu de récompenser les early adopters? Alors oui, déjà pour les gens qui ont fait tourner des nœuds, il y aura des récompenses. Et par ailleurs, il y aura aussi des récompenses pour tous les gens qui nous ont aidés à travers le projet, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de la communauté, etc. Donc on va les aider, on pense à eux, et à mon avis ils seront très contents par rapport à ce qu'on leur prépare. Au cas où vous auriez pas compris, breaking alert airdrop. Voilà. Tu es expert en nanotechnologie. Est-ce que tu as prévu quelque chose à ce sujet pour Massa Labs? Alors c'est vrai que les 3 fondateurs, on a des connaissances académiques en machine learning, en nanotechnologie, en informatique quantique. Donc c'est vrai c'est des sujets qui nous passionnent et on est en train de réfléchir à voir s'il ne pouvait pas avoir des synergies dans le futur avec ces sujets. Surtout que c'est des sujets chauds. Bah oui, surtout en ce moment là, on est en plein dedans. C'est ça, et donc on est en train d'y réfléchir. Donc on n'a pas encore lancé de projet à proprement parler là-dessus, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans l'avenir proche. Ça doit être sympathique les discussions quand même. Hein. Entre vous, il y a des fois deep learning, IA, etc. Waouh, c'est passionnant. Ouais, j'aimerais bien participer parfois. Quel sera selon toi le prochain défi de Massa Labs? Donc on a relevé un premier défi qui était de prouver que ça marchait, la théorie. On a relevé un deuxième défi qui était de prouver que ça marchait en pratique. Maintenant, il va falloir qu'on relève le troisième défi, c'est l'adoption. Donc là, on travaille sur des partenariats, on travaille sur des connexions avec le monde financier réel. Et on ne veut pas que Massa reste un système isolé. On veut qu'il soit bridgé, on veut qu'il soit interconnecté et on veut qu'il soit utilisé. Parce qu'on veut sortir de cette idée que les blockchains, c'est que pour la spéculation. On a envie que Massa soit utilisé pour de vrai, pour des vraies applications financières ou autres. Et c'est là-dessus qu'on va travailler et c'est ça notre prochain défi. Est-ce que vous avez été backé par des VC, etc. Aujourd'hui, malheureusement, c'est des questions qui se posent énormément, où les gens se disent, dès lors qu'il y a un token, du moins, ah non, il y a des VC derrière, ça va dump juste après le vesting. Comment vous avez prévu ça? Alors, du coup, pour la première sale qu'on a faite, la private sale, eh bien, on a fait en sorte de protéger la décentralisation, c'est-à-dire que on a empêché les gens, que ce soit les VC ou les différentes entités, d'acheter trop de tokens. Et du coup, la première sale, elle s'est faite sur une centaine de personnes différentes et qui sont chacune capées très lourdement. Et donc, l'avantage de ça, c'est que aucune de ces personnes ne va casser le coefficient de Nakamoto, le fameux. C'est-à-dire que même si tous les gens qui ont participé à la private sale se mettent ensemble, eh bien, ils ne peuvent pas casser la blockchain. Bien pensé, bravo. Tu la vois où cette aventure dans 5 ans? Alors moi, ce que j'espère, c'est que dans 5 ans, Massa soit intégré au système financier classique et que la blockchain, enfin, soit utilisée pour ce pourquoi elle est bonne
c'est-à-dire la décentralisation et toutes les applications qui en ont besoin. Donc les transferts internationaux, le banking décentralisé, et surtout que ça donne une certaine liberté financière aux individus qu'on est en train de perdre avec les monnaies digitales de banque centrale aujourd'hui. C'est une très belle phrase pour finir cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Alors j'aimerais rajouter que j'invite tout le monde à participer à notre testnet, il y a encore un petit peu de temps. J'invite aussi tout le monde à lire, à se documenter. J'invite tout le monde à avoir un esprit critique, surtout. J'invite tout le monde à regarder ce qu'on propose. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Le lancement est pour bientôt, donc... Alors le site internet est massa.net, ma2sa.net. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à nous contacter. Il y a tout dedans, toutes les informations, etc. C'est ça. Et on a une super communauté avec presque 100 000 personnes au total maintenant. 100 000 personnes, ah oui. Donc rien que sur le Discord, on a 50 000 personnes, je crois. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, ils sont très sympas. Il y a une super communauté française aussi. Donc massa.net. Massa, c'est une blockchain française, on peut le dire. C'est ça, très française. Magnifique, on adore tout ce qui est français. Damir, au nom de tous les adeptes de décentralisation, merci d'être passé sur le Crypto Daily pour nous présenter cette blockchain française qu'est Massa Labs. S'il faut retenir un synonyme de ce projet, c'est bien une révolution de la décentralisation. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour cette interview. Et on se retrouve en septembre. Tu viendras nous faire un coucou quand le mainnet sera up and running. Avec plaisir. C'était Damir pour le Crypto Daily. Je vous rappelle que cette interview a été réalisée en partenariat avec Massa Labs et son équipe et qu'il est primordial de faire vos propres recherches avant d'investir. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.